Nous sommes en France, mais à l'autre bout du monde. Sur une île où tout est beaucoup plus compliqué, la journée s'annonce chaude. En mars 2008, des CRS ont été appelés en catastrophe. Ah bah écoutez, ça chauffe de plus en plus. Enfin, c'est délicat. Oui. Les faubourgs populaires de la principale ville se révoltent. Les policiers ne sont pas en situation de force. Face à eux, des émeutiers qui n'ont rien à perdre. Et pour cause, ce sont des immigrés clandestins, issus des régions voisines les plus pauvres. Les policiers sont nerveux parce que ces sans-papiers représentent quasiment la moitié de la population de l'île. L'ordre est loin d'être rétabli. Ouais, c'est ce qu'on a fait, hein, mais bon, il faut qu'on tienne dans le temps, ce coup-là. Hein. On n'est pas assez nombreux. Et dans la cohue, certains sans-papiers s'en prennent aux métropolitains qu'il faut protéger. Parce que vous vous rendez pas compte, mais j'étais caillassée, hein, je travaillais chez le dentiste là-haut. C'est magique à vous, je peux partir. C'est de repartir par là. Des policiers mal équipés, quelques fumigènes et une tactique de commando pour tenter de disperser les manifestants. Rigoler, c'est pas dur. C'est faire la même manip qu'on était avec ce matin, un peu plus d'éléments. Il faut progresser jusqu'où on était là-bas et il faut mettre 4-5 éléments en bas là-bas. Et puis pousser sur toi. S'il y a plus d'éléments, je te laisse mettre des éléments d'accompagnement. On t'arrive là-bas, on te fait un truc, que je bouge toutes mes artères, tous les gaules en bas. Ça marche. Ça suffira à les calmer. C'est impossible, on ne peut pas faire autrement. Pour repérer les points de résistance, un éclaireur part avec son fusil à pompe. Normalement, il doit aller jusqu'à là-bas pour faire dégager tout le monde. Et là, ils vont avancer. Les policiers reprennent peu à peu le contrôle sur le bidonville. Mais la partie n'est pas gagnée, les cailloux pleuvent de partout. Je chauffe en haut aussi parce que ça arrive d'en haut. Okay. On gagne 100 mètres. À la fin de la journée, les émeutes ont déjà fait 30 blessés, dont 6 graves. Comme à chaque fois, les habitants les plus menacés se sont rués au commissariat pour échapper aux échauffourées. Certains ont connu de grosses frayeurs. Là, on attend que la route de Kaweni soit débloquée pour pouvoir rentrer chez nous. On se sent plus en sécurité ici, normalement. Oui, ça a l'air beaucoup plus violent que les dernières fois quand même. Et en particulier envers les métropolitains, donc voilà. La révolte est montée d'un cran. Les interpellés commencent à défiler devant le tribunal. Plus d'une cinquantaine de clandestins seront reconduits immédiatement à la frontière. D'autres iront directement en prison. Il faut taper fort pour éviter que cela ne se reproduise. Les moins habitués ne feront pas long feu dans ce bout de France perdu. Écoutez, c'est simple, en sortant de la préfecture par la porte de Portail du Bas, en arrivant au niveau de la librairie, j'ai vu que les magasins étaient fermés, j'ai tourné talon et j'ai vu des mouvements de population qui ils sont tombés dessus. Il y avait une autre personne dans la rue et ils nous ont pris comme otages, tout simplement. Et ils nous ont entraînés de force, hein. On a été molestés, on a reçu des coups. J'ai reçu pas mal de coups dans le dos, sur la tête, sur la nuque. J'ai pris un coup assez impressionnant sur la tempe qui m'a fait perdre... Enfin, je suis tombé. Hein. Ouais, c'est pas agréable. Bienvenue à Mayotte. C'est un bout de France largement méconnu, parce qu'il se situe à 12 000 km de la métropole, juste à côté de Madagascar. Un îlot de prospérité dans un océan de misère. Voici la capitale, Mamoudzou. Une ancienne colonie française depuis 150 ans pour des raisons militaires. L'armée veut savoir ce qu'il se passe au sud de l'Afrique, et c'est uniquement pour cela que Mayotte est restée française. Dans l'héritage, la métropole a récupéré un trésor méconnu. Un petit paradis de 30 km de long, avec une nature préservée, des forêts vierges, des plages sauvages. Et le plus grand lagon du monde qui abrite des centaines d'espèces très rares, baleines, tortues, dauphins. Un vrai paysage de carte postale. Dans le centre-ville de Mamoudzou, tous les services à la française. La préfecture, la mairie, les banques, l'hôpital et aussi des supermarchés classiques, adaptés aux couleurs locales. Mais voilà le problème. À moins de 70 km de Mayotte, des îles d'une extrême pauvreté, les Comores.
Ici, très peu de ressources. 600 000 habitants qui vivent dans une misère noire. Une lutte au quotidien pour l'accès au minimum vital. Les plus faibles ont une espérance de vie qui ne dépasse pas 60 ans. Quant au salaire, il est ici 10 fois plus faible qu'à Mayotte, qui représente un véritable Eldorado, avec son SMIC à 1 000 €. Alors, ils sont des centaines à tenter chaque jour de rejoindre Mayotte la française, par la mer et à venir s'entasser dans des immenses bidonvilles, une situation explosive. Vous allez découvrir à Mayotte le quotidien des aventuriers qui ont choisi d'y vivre. Il y a Tony, originaire de Carcassonne. Il fait partie de la PAF, la police de l'air et des frontières, surnommée ici la police basket. Il traque en permanence les clandestins. Il y a Ramou de l'autre côté. Hein. Mon premier sprint, il y a 1 an et demi, c'était ici, sur la plage. D'accord. Vous voyez l'état de la plage? 1 an et demi après, ça peut changer. Cette fois-ci, le clandestin s'est échappé. Et pourtant, Tony est un rugbyman, un sprinter confirmé. On va à la muscu tous les jours, on fait du rugby 3 fois par semaine. Hein. Hier il faisait 40 degrés, aujourd'hui il fait un peu moins, il fait 38 je crois. Il fait 90% d'humidité, on rentre, on est rincé. Hein. Omar, lui, est en situation illégale depuis plus de 10 ans. Et pour ne pas se faire prendre, il doit être en permanence sur le qui-vive. Ici, voilà, c'est ma maison, là où j'habite avec ma famille. Ses 3 enfants sont nés à Mayotte. Ils sont donc français, mais lui n'arrive pas à obtenir de papier. J'ai 3 enfants et moi je ne travaille plus. Je suis clandestin, que je vis dans juin 1996 que je suis à Mayotte. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé du papier. La population a doublé en moins de 10 ans. L'hôpital est devenu la plus grande maternité de France, avec 14 naissances par jour, un record en Europe. Des services de soins modernes, accessibles à tous les habitants de l'île, peu importe leur origine. Élise vient de La Réunion. Elle est urgentiste et son quotidien est plutôt mouvementé. On va à Koungou, c'est à peu près à 10 minutes d'ici, pour un appel sur un monsieur qui serait connu pour un problème cardiaque, qui est inerte chez lui. Les voisins le voient par la fenêtre, mais il ne répond pas à son téléphone, il ne répond pas à la porte. Alors on ne sait pas s'il est dans un cadre de détresse vitale. Les urgences à Mayotte, ça n'a rien à voir avec le SAMU à Paris. Élise fait aussi partie de ces aventuriers de la France du bout du monde. Notre enquête commence avec la PAF. Les policiers se dirigent vers les bidonvilles de Mamoudzou, surnommés Quartier Vietnam, Bagdad ou encore Dubaï, là où sont réfugiés la majorité des clandestins qui sont traqués en permanence par Tony et ses collègues. Michel, tu m'entends? Tu vois où c'est, Michel? Là où il y a le marché sur la gauche. On va passer par le haut pour descendre dans le village. Là. Il faut faire du chiffre, et pour cela ils organisent des descentes. Cela commence par des contrôles d'identité à la tête du client. Il a une tête d'Africain celui-là. Hein? Bonjour monsieur, c'est la PAF. Merci. Vous avez les papiers sur vous? Cet homme a un visa en règle. Une traque pas évidente pour Tony, lui-même fils d'immigrés espagnols. On a besoin tous les jours justement de se poser des questions parce que c'est pas évident, hein. C'est pas des violeurs, c'est pas des gros bandits, c'est juste des clandestins et c'est des êtres humains. Ça peut être difficile, mais bon, on sait pourquoi on est là. Sinon on ne postule pas pour Mayotte. Et voilà le quotidien de Tony. Des courses-poursuites à perdre haleine. Pour tenter de stopper l'immigration illégale, l'État français a choisi la méthode musclée. Plus de 130 agents, rien que pour la PAF. Il y en avait 2 là, mais l'autre est parti là, putain. 16 000 reconduites à la frontière en 2008, soit plus de la moitié de celles réalisées en métropole. Le ministère de l'Immigration réalise ici ses plus gros scores. De l'autre côté de la barrière, les clandestins n'ont pas la vie facile. Il est 8 h du matin au-dessus de la capitale. Omar doit traverser le dédale de la cité Kaweni, le plus grand bidonville de France. Des milliers de cases construites de manière anarchique, entre détritus et ravines, un bidonville qui n'a rien à envier au quart-monde.
Derrière, dans les collines, il y a le refuge des sans-papiers, la rivière. Un des rares espaces de liberté concédés temporairement aux clandestins. Et voilà la rivière, l'eau qui doit laver les vêtements. Tout ça, tout ce que vous voyez là-bas, ce sont des gens qui n'ont pas de papier et qui n'ont pas de l'eau à la maison. C'est aussi leur maquis, leur cachette, au cas où la police débarque pour les intercepter dans le bidonville. Le chemin là, c'est le chemin que les clandestins vont se cacher là-bas pour que la police, si la police est arrivée. Tout cet endroit-là, ce sont les clandestins qui travaillent là-bas, où les jours que les gendarmeries ou la PAF arrivent, se monter là-bas pour se cacher tout là, avec ses enfants dans la main. Moi, je suis sûr que moi, ici, ne s'est jamais trouvé. Omar pense qu'ici, personne ne pourra l'attraper. Mais quelques kilomètres plus bas, la PAF rôde. Tony est dans une impasse. Ils redescendent en courant, je sais pas pourquoi ils coupent à travers la rivière là. Et ils remontent. Dans l'état que c'est, on prend pas les risques, il y a trop de verre, il y a trop de... Ah, ils ont leur petit fumet, ils sont habitués. Ils descendent, hop, ils passent dans l'eau, montent sur les talus. Ils coupent à travers les jardins. Ah oui, c'est mort là. Vous avez vu comme c'est épais là? C'est chez eux là, avec tous les chemins, tous les passages. On peut pas y accéder là. C'est impossible. Ils s'échappent par les égouts pour rejoindre les collines. Des kilomètres de sentiers dans la forêt qui permettent aux clandestins de semer la police, mais aussi de survivre, car ils cultivent ici des champs de manioc et de bananes pour le compte de fermiers. La situation est devenue très tendue ici. Le travail clandestin est de plus en plus dur. Il devient impossible de gagner sa vie. Moi, je travaille parfois pour des fermiers, je cultive des champs de manioc, mais je ne sais pas ce que l'on va devenir. 3 fois, je me suis fait attraper, 3 fois, je suis revenu. Mais là, ça sera peut-être la dernière. Jusqu'à quand Omar pourra-t-il survivre à Mayotte? Son temps est compté. La PAF vient de repérer un chantier de BTP. Et c'est grâce à ces chantiers que les clandestins arrivent à gagner un peu d'argent. Le BTP, c'est l'une des causes principales de l'immigration illégale. Comorien? Non, moi c'est pas comorien. T'es quoi? Je suis maoré. Ok, on va les voir? Ouais. Mahorais, c'est-à-dire natifs de Mayotte. Mais difficile de les distinguer des Comoriens. De plus, pendant des décennies, il n'y a pas eu de registre d'état civil, pas d'acte de naissance. Cet homme prétend être français, mais il sera quand même emmené au poste pour vérification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une pièce d'identité parmi les deux là? Personne. Personne? S'ils sont en situation irrégulière sur le territoire de Mayotte, ça veut dire que vous employez des gens clandestinement ici. Vas-y, allez voir. C'est bon? Voilà. Ouais. Donc, mais c'est pas maintenant que ça va se décider. On va le vérifier. Si ça se vérifie, vous serez convoqué. S'ils ont leur dossier, s'ils ont leur dossier, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est bon, c'est bon. S'il n'y a pas de dossier, vous serez convoqué, vous serez entendu aussi. D'accord? Ouais. Ça marche. Allez. Aux policiers de se débrouiller. Et certaines personnes vivent depuis très longtemps dans la clandestinité sur l'île. Il va monter le dossier. Ah, il va monter le dossier. Ouais, il va monter. Il est écrit ça là. Tu vas. T'as fait le dossier? T'as fait le dossier à la préfecture? C'est quoi ça? Non? C'est 1998. Là, le papier est de 1998, mon gars. Ouais. On est en 2009. Depuis 11 ans, mon gars. 11 ans. Ouais, voilà, ça parle de T'as toujours pas les papiers. Allez, on va se... À ce jour, il est toujours... Où ils sont où les papiers? En journée. Il est né en 1950 à Moramba en juin. Et il habite à Congo depuis tout le temps. Ouais, il faut pas 11 ans pour avoir la réponse. Pendant très longtemps, l'administration française a laissé traîner cette situation, devenue aujourd'hui chaotique. Et face à l'explosion démographique, le centre névralgique de l'île est l'hôpital. Car c'est la loi, quiconque naît sur l'île est automatiquement français, alors les médecins ne sont pas au bout de leur peine. Élise est de garde aujourd'hui. Est-ce qu'il a envoyé les pompiers là-dessus? Donc ici c'est pédiatrie et au bout l'unité de soins intensifs de néonates. Elle est appelée pour une urgence fréquente. Une personne est sur le point d'accoucher dans un bidonville, quartier Vietnam. Seul moyen pour s'y rendre, un véhicule tout-terrain. C'est parti. De peur d'aller à l'hôpital, nombre de clandestins attendent la dernière minute pour contacter les urgences. Allô? Allô?
Oui, bonjour, c'est l'équipe du SMUR là. On arrive sur Vaibé. Vous parlez français? Sinon, il y a une conversation à toi. Je vous passe le médecin là. Ne quittez pas. Vous parlez français? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, je suis le docteur. Elle a accouché la dame? Non, elle sent qu'elle va bientôt accoucher, c'est ça? D'accord. Vous êtes quartier Vietnam, c'est ça? Oui, il y a un endroit spécial? Mettre quelqu'un sur la route. Oui, mais quartier Vietnam, mais quel endroit? Quelqu'un sur la route. Mettez quelqu'un, envoyez quelqu'un nous attendre là, sur la route. Et les pompiers arrivent et le médecin aussi. À tout de suite. En 15 ans, la population a été multipliée par 2. La maternité de Mamoudzou, sur un horaire de 12 heures, les sages-femmes elles peuvent faire, peuvent avoir 12, voire des fois 14 accouchements. C'est énorme. C'est énorme. Les pompiers sont arrivés les premiers, mais il va falloir ensuite trouver la case dans le dédale du bidonville. Ça pourrait être pire. Un véritable labyrinthe de ruelles sans nom et de ravines défoncées. Un parcours du combattant pour Élise et les membres du SMUR. Elle arrive enfin sur les lieux de l'accouchement. C'est dame, bonjour. Pardon. Bon, il est là, mais vous avez tout fait, ils sont magnifiques les pompiers. Elle est où la dame? Elle est là? Bon, madame, bravo. Bon, donc la dame, vous voulez la transporter comment? Vous allez la faire la prendre comme ça? Ouais, c'est bon, je gère, mais je fais... Ouais, c'est plutôt pour ce que j'ai entre les mains. Le nouveau-né et sa mère sont pris en charge par Élise, qui va s'assurer que tout va bien pour l'enfant et sa mère. Je vais laisser monter la maman. On va lui prendre une petite tension, puis après on va lui proposer de mettre au sein si elle veut. Les filles, attendez, j'attends qu'on ferme la porte, parce que là il y a trop de monde. Coucou bébé. Bon, bah parfait, hein, tout va bien. Je dis, on est plutôt content quand ça se passe bien, dans des conditions comme ici, parce que s'il y avait des choses à faire, des manœuvres, vous voyez, dans la maison de la dame, on aurait été très mal installés. Et la plupart du temps, Dieu merci, physiologique, ça se passe bien. Voilà. Premier souffle de vie pour cet enfant né en France, à Mayotte. Il serait né à quelques encablures sur l'île d'en face, à l'étranger. Son destin en aurait été bouleversé. Mais Mayotte, ce n'est pas que des bidonvilles. C'est aussi un petit paradis, surnommé l'île au parfum. Ses ressources économiques sont très faibles. Tout l'espoir repose sur son patrimoine écologique encore préservé. Très peu de touristes, des plages vierges et une faune sauvage hors du commun font de Mayotte un petit paradis. Certains l'ont bien compris. Yannick, lui, est l'un des pionniers avec son agence de safari aquatique. Ah bah c'est sûr que là, moi j'ai voyagé un peu autour de Mayotte, il n'y a plus grand chose. Donc ici on a quand même une chance, c'est que tous les jours on se gave quoi. Ici tu viens en vacances à Mayotte, tu viens ici, tu vas nager avec les tortues de 150 kg qui vont être partout autour de toi en train de brouter. Tu sors de l'eau, tu as des lémuriens dans les arbres. Tu vas un peu plus loin, tu as des milliers de dauphins. Donc c'est quand même exceptionnel quoi. Vivre ça, c'est sûr que c'est exceptionnel. Yannick a choisi le bon côté de l'aventure. Il se dirige vers l'arbre lémurien, surnommé ici Maki, qui font la joie de quelques touristes. Oui. Tu vois, tu la tiens bien comme ça, parce que sinon il va te l'arracher. Une fois j'étais à l'école, il y avait des maquis dans mon école et il y en avait un, il avait une pomme. Mais t'imagines, avant, ici il n'y a pas de pommes, donc normalement c'est pas logique que les maquis mangent des pommes. Ouais. Tu vois, ça c'est un problème. Yannick tient à transmettre aux plus jeunes sa passion pour l'environnement. Depuis maintenant 5 ans, chaque matin, il emmène les touristes en croisière sur le lagon à bord de son bateau. Ouais, pensez à mettre de la crème. Hein. Moi, je vous conseille même de garder le t-shirt le plus souvent possible, hein, même si on va même sur l'îlot blanc, parce que ça crame vraiment beaucoup ici et de toute façon, ça ne servira à rien pour retourner en métropole, vous ne serez pas bronzé. Avant, il travaillait dans un laboratoire pharmaceutique en métropole, puis il a tout plaqué pour changer de vie. Le prix d'une journée à bord, autour de 80 € pour observer la faune exceptionnelle du lagon
Un bon business sous les tropiques. Il est quasiment complet tous les jours. Il récupère la clientèle des Antilles, mais la plupart de ces touristes viennent de l'île de la Réunion. En fait, on était à La Réunion depuis 6 mois, donc on nous a parlé beaucoup du lagon de Mayotte. On nous a dit que ça valait vraiment le coup, que c'est le joli lagon. Bon, ils ont l'air sympas ceux-là, là-bas. On va essayer de les récupérer. Ah, mais bon, il y a peut-être 150, 200 dauphins là. Oh là 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 là. C'est un des lagons les plus spectaculaires de la France d'outre-mer. Baleines, orques, dauphins viennent se reproduire ici. Un spectacle que Yannick aimerait continuer de pouvoir contempler, mais il reste pessimiste sur l'avenir de l'île. Il n'y a pas de volonté politique de protéger Mayotte. Ben, on ne veut pas d'histoire. Hein. Les Noirs pensent que de protéger, c'est pour les Blancs. Les Blancs ne veulent surtout pas d'histoire avec les Noirs. C'est ça, hein. Ici c'est blanc-noir comme partout. C'est pas des propos racistes que j'ai, hein, mais c'est... Et puis tout le monde a envie de profiter de Mayotte. Hein. C'est un des plus grands lagons du monde, il y a 2 barrières, c'est un lagon qui fait 1500 km², il y a jusqu'à 80 mètres de fond, c'est quand même plein de particularités, c'est énorme, mais on n'est pas capable de protéger, c'est dommage. Un des fléaux de Mayotte, c'est le braconnage. La tortue de mer, une espèce en voie d'extinction, est en première ligne sur la liste des victimes. Elle est régulièrement chassée. Elle risque de disparaître un jour du lagon. Mais il y a aussi la pêche aux dauphins. Comme ici, le dugong, une variété très rare. La brigade nature est chargée de la surveillance des infractions à l'environnement. Jean est leur nouveau responsable. T'as trouvé combien? Ça c'est une tortue braconnée, c'est ce qui reste. De la carapace d'une tortue verte d'à peu près 110. Hein, ouais, 110 une centaine de kilos, oui. De kilos. Qui est revendu après sur le marché noir entre 2,50 € et 3 € le kilo. Jean et son équipe sont témoins du désastre. Le braconnage de tortues est un délit passible de 6 mois de prison et 9 000 € d'amende. La brigade nature ramasse régulièrement des dizaines de carcasses de tortues sur les plages. Et protéger la nature est devenu une mission à risque. Pour se défendre, ils sont équipés de Smith & Wesson, à n'utiliser qu'en cas de légitime défense. Ici, à Mayotte, les armes sont interdites, mais les usagers qu'on contrôle sont armés d'un chombo, un sabre. Une machette qui peut faire mal. Des brigadiers l'ont payé cher. Là, on a des collègues, effectivement, qui ont été, qui sont décédés en service. Et on a d'autres collègues qui ont été amenés à défendre leur vie avec leur arme de service. Un seul bateau et 4 personnes. Très peu de moyens pour surveiller l'île. La brigade nature est dépassée par l'ampleur de la tâche. Les préoccupations sont ailleurs, toujours sur le lagon, qui est devenu une véritable frontière maritime. Vedettes rapides, hélicoptères sont sur la ligne de front contre l'immigration clandestine. Le commandant Daniel est venu tenter l'aventure à Mayotte. Avant, il travaillait dans le trafic de stupes dans les Caraïbes. Ouais, bien pris, on accélère. Leur mission, stopper les centaines de barques qui tentent chaque jour de rejoindre Mayotte, qui n'est qu'à 70 km de la première île des Comores, en Jouan. Bouge plus. Asseyez-vous, casse-y. Quelques heures de barque suffisent, des embarcations de fortune, remplies de gens qui tentent de fuir à tout prix la misère pour rejoindre Mayotte, dans l'espoir d'une vie meilleure. Retour dans les bidonvilles, quartier Bagdad. La PAF continue de faire le ménage. Ils sont à l'affût dans le ghetto. Cet homme devra prendre ses affaires. Il sait qu'il sera expulsé dans quelques heures. Bon, allô, c'est bon. Les policiers n'hésitent pas non plus à pénétrer dans les cases. Ce que certaines associations de défense des droits de l'homme dénoncent comme autant de violations de domicile. Mais parfois, la situation est plus délicate. Lui est étranger, mais il a un enfant français. Alors, allez, dans le transit, on va appeler la préfecture. On va vérifier ça là dans le... Qu'est-ce qui se passe pour le monsieur? Il est père d'un enfant français, donc on va voir s'il a fait la procédure au niveau de la préfecture afin de se régulariser. Et si c'est le cas? Il sera libéré de suite. Hein. D'accord.
Si ses papiers ne sont pas en règle, il sera expulsé. Que deviendra son enfant? Une voisine interpelle la police. D'accord, on va vérifier avec la préfecture et si c'est en règle, on le libère. D'accord? Mais aujourd'hui, qui va occuper de son bébé? Je viens de vous répondre. S'il est en règle, on le libère tout de suite. S'il n'est pas en règle, on le garde. L'enfant est abandonné aux voisins en attendant l'hypothétique retour du père. Les Mahorais de Mayotte et les Comoriens des îles voisines ont des liens de famille depuis toujours. Certains jeunes sont choqués. Moi, ça me fait tellement mal de voir mes frères qui sont de Comores leur faire ça. Parce que personne au monde n'accepterait de voir sa famille ou sa mère aménotée comme ça. Un jour, d'après ce que j'attends parler des Anjouanais qui vivent en haut, un jour ça va arriver. Les tensions sont récurrentes avec la police, mais la politique des quotas est implacable. Les exécutants ont des résultats à fournir. Hein? Non, t'en as pas fait beaucoup. T'en as pas fait beaucoup? Même des ventes copiées, là, c'est pas beaucoup? Ça fait que 7 là. Et d'habitude? Ben, on en fait 20 par jour. Combien? 20 par jour. Ah ouais. Et ça c'est les résultats qu'on demande, c'est 20 par jour ou... Mais on a un quota annuel. Ouais, et de combien? Le chiffre annuel, moi je l'ai pas. Moi je l'ai pas combien? 100 expulsions par semaine pour la PAF, des chiffres records. 16 000 personnes ont été reconduites à la frontière en 2008 à Mayotte, soit 60% des expulsions en France. Direction le CRA, le centre de rétention administrative, là où les clandestins sont parqués avant d'être renvoyés chez eux. Un centre de transit à la bien triste réputation. Aujourd'hui, quelques hommes et un enfant dorment à même le sol. L'homme en rouge est révolté par les conditions de détention. De plus, il se dit être un réfugié politique dont les droits n'ont pas été reconnus par la France. Il a un récépissé. Et ils ont refusé. Ils vont le faire reconduire à la frontière. Ils ont pris son papier, ils ont laissé là-bas, et ils ont fait un papier et le fait reconduire. Il insiste surtout sur la mauvaise hygiène du centre. Le CRA a fait parler de lui en octobre 2008. Un policier a filmé des images pendant son service. Elles parlent d'elles-mêmes. Surpopulation, conditions sanitaires déplorables, tous les ingrédients du scandale sont réunis. La réputation de la République française est en jeu. Les autorités nous promettent que c'en est fini. Mais aujourd'hui, la taille du centre et le nombre d'expulsés nous font craindre le contraire. Bref, la tension est à son maximum. Rappelez-vous en mars 2008. Les émeutes des clandestins ont provoqué une contre-manifestation des habitants de Mayotte, qui elle aussi a failli dégénérer. Le lendemain de l'émeute, ils avaient organisé une manifestation pour montrer leur ras-le-bol de cette situation. Une marche qui commence dans la bonne humeur. On veut juste leur faire comprendre qu'on en a marre et que la France voit bien qu'on en a marre. Les Anjouanais, il faut qu'ils rentrent. Alors on les invite à rentrer chez eux et qu'ils nous laissent tranquilles chez nous ici. Sortir les Anjouanais. Et puis merde, on n'a rien à foutre. Les clandestins représentent une bonne partie de la main-d'œuvre, mais aujourd'hui, ils ne sont plus les bienvenus. Nous, on en a marre de subir de vos actes. C'est injuste. On vous a accueillis chez nous. On a construit des mosquées. On les a prénommées mosquées d'Anjouan. Mais au point où on en est, on est prêt à faire la violence si ceux qui sont au sommet ne réagissent pas. On n'est pas des régionalistes, on n'est pas des racistes. Seulement, il y en a marre de subir ce genre d'actes. Pour eux, les clandestins ont été trop loin et l'État français a trop laissé faire. Moi-même, je me suis fait agresser par des Anjouanais il y a 2 ans. J'ai déposé plainte, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que la plainte elle est classée sans suite. Pourquoi?
pourquoi aujourd'hui, si moi je me rebelle, je prends une coupe, je fais comme eux ils ont fait, je vais me retrouver en tôle parce que je suis français, j'ai une carte d'identité française. Comment ça se fait? La manifestation va tourner à l'expédition punitive dans les bidonvilles. Ce clandestin a été repéré la veille. Il est pris à partie. Cela manque de virer au lynchage collectif. Ces événements sont les premiers signaux d'alerte. Vous, les Mahorais, vous profitez de la situation. Vous savez bien que ces îles nous appartiennent à tous. Vous vous prenez pour des Français, mais vous êtes des Comoriens comme nous. Vous pouvez partir les enjoinés. On a marre de vous. On est fatigué de votre magouille. On aspire les mémoires. Les femmes ne sont pas épargnées. C'est le clash entre Mahorais et clandestins. Les autorités sont obligées de réagir. Pour tenter de stopper le flux migratoire, des moyens renforcés ont été alloués pour surveiller la frontière maritime. Plusieurs vedettes de 500 chevaux pouvant aller jusqu'à 70 km/h et des centaines d'hommes sur le qui-vive, 24 heures sur 24. Nous retrouvons le commandant Daniel au pilotage de sa vedette rapide. Quelle position à remporter Des informateurs basés sur les îles voisines les ont prévenus de départ de bateaux clandestins. En fait, on a eu des informations sur des départs ce matin. De 3 Kwassa depuis le secteur de Domoni. Et sur ces 3 Kwassa, il y en a 2 qui auraient fait demi-tour. Donc normalement, on en aura un qui sera encore en translation. Un Kwassa-Kwassa, nom d'une danse africaine donnée aux barques qui tentent de passer entre les mailles du filet parce qu'elles se mettent à tanguer dès que le vent se lève. Les passages se font surtout de nuit pour échapper à la vigilance des brigades nautiques. Les gendarmes disposent aussi de lunettes infrarouges et caméras thermiques. Ils sont en contact permanent avec la base radar. Des moyens qui laissent peu de chance aux passeurs. Un point blanc tangue dans la nuit, peu de doute quant à l'origine des passagers. Ah ouais, c'est bon, c'en est impeccable. Il est chargé, hein. Il est chargé, hein. Ils sont arrêtés là. Une embarcation de fortune, à bord de laquelle une quarantaine de personnes, et même des nouveau-nés. Alors vous jetez rien à la mer, d'accord? Surtout les gouttes, la remonte. Ils ont payé 200 € chacun d'entre eux pour tenter de passer au péril de leur vie. Surnommé la traversée de la mort, il suffit d'une mer agitée pour que le voyage tourne au drame. D'abord, les femmes et les enfants sont débarqués de ce petit navire de 6 mètres, déjà envahi par l'eau. Une simple coque, 2 moteurs et aucun équipement. Ni gilet, ni radio, pas même une petite boussole. En cas de tempête, c'est le naufrage assuré. Chaque année, de nombreux clandestins y laissent leur peau. L'année dernière, au moins 3 barques remplies de clandestins ont chaviré pour combien d'anonymes? Des centaines de personnes périraient chaque année dans le lagon. Plus de 250 interceptions comme celle-ci ont été effectuées en 2008 avec plus de 6000 personnes à leur bord. Ces barques sont ensuite stockées par les militaires avant d'être détruites. Donc là, devant vous, en fait, vous avez à peu près 6 mois d'interception. Alors il y a des embarcations où on voit carrément le jour à travers. Elles sont construites à la chaîne avec des matériaux très fragiles. Donc qui dit coque plus fine, dit bateau hyper dangereux. Alors déjà que ce ne sont pas des bateaux qui sont faits pour naviguer avec 40 personnes ou 50 personnes, ben, en plus on accroît encore le risque en mettant une épaisseur de résine très très faible. Les passeurs n'hésitent plus à faire prendre des risques démesurés, jusqu'à 50 personnes à bord. Un véritable trafic que la justice française tente de stopper. Le lendemain, au tribunal de Mayotte, 3 passeurs risquent une lourde sanction, entre 1 et 4 ans de prison. Ils sont les maillons faibles d'une mafia qui profite de la misère humaine. Là, on est une barque. Nous sommes des passeurs. Les passeurs reçoivent un salaire de misère, comme nous l'explique leur traducteur. Il y en a qui sont un peu naïfs, pour donner 200, 300 €. Et des fois, ils ne sont pas payés au départ. On leur dit au retour.
Et le propriétaire, il gagne combien en général? Oh là, on est à 150 par tête, à 200. Donc imaginez quand ils embarquent 30 personnes, et la barque là-bas coûte 1800 €, même si les prix ici, se fait fabriquer un autre. Il y a 5 usines qui fabriquent. En fait, ce sont les faibles. On n'a jamais les propriétaires. Ils ne sont pas touchés. Et ce sont des gens qui sont bien placés là-bas, qui exploitent la misère. Une barque peut rapporter jusqu'à 10 000 € par passage à son propriétaire. Pour ce passeur expérimenté, les forces de police ne leur laissent que peu d'espoir. Là-bas, c'était plus un âge, c'est très difficile. Selon leur avocat commis d'office, maître Najim Hamada, ici les peines sont quasiment automatiques. Donc le plus gros contentieux ici, en comparution immédiate en tout cas, c'est des kwassa-kwassa, c'est la chasse aux immigrés. Il y a une procédure qui n'est pas très respectueuse des droits, puisque c'est fait à la va-vite. On les arrête la veille, le lendemain ils sont convoqués devant le tribunal, ils sont condamnés, ils prennent 1 an, au bout de 9 mois ils sont relâchés, mais pour être reconduits en juin. 1 an pour le premier passage, 4 ans pour la récidive, mais ce soir les juges se sont montrés plus cléments. C'est le jugement qui a changé, je pense, c'est dû un peu à votre présence, parce que le tribunal s'est montré très clément aujourd'hui. Normalement, la peine pour un primo-délinquant, c'est la première fois qu'il passe devant la juridiction, il prend 1 an. C'est systématique, c'est tout le temps comme ça, c'est 90% des cas, c'est comme ça. Là où on a eu un 4 mois, un autre 6 mois. Et après, les récidivistes, ils prennent 4 ans automatiques, c'est la loi Dati qui est appliquée automatiquement. Là, il y a eu 2 ans, plus 2 ans avec sursis. Je pense qu'il ne faut pas donner une mauvaise image de la juridiction ici, donc on a un peu levé le pied. Ces passeurs ont eu de la chance. Dans ce bout de France perdu, la justice y est traditionnellement plus expéditive. D'autres trafics inquiètent les autorités. Faux papiers, corruption de fonctionnaires et surtout la drogue, qui est en pleine explosion sur Mayotte. Le GIR, un groupe interpolice, a été appelé en renfort. Ils sont venus pour faire le ménage sur l'île. À leur tête, le lieutenant Gauthier. Encore une fois, on trouve le schéma classique des réseaux qui nous préoccupent. Afrique de l'Est, Grande Comore en jouant par Kossa-Kossa, Mayotte. Donc principalement, on a saisi du bangui. Bangui, c'est de l'herbe de cannabis, donc en quantité importante sur cette opération, puisqu'on doit être, autour de 25 kilos. L'herbe de cannabis, c'est acheté 10 € le kilo en Tanzanie. C'est vendu 200 € le kilo à Anjouan, et ici on arrive à 600-800 € le kilo. Donc c'est un trafic extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'avec 5 000 €, vous avez une demi-tonne en Tanzanie. Le cannabis, le moyen de faire fortune à la revente dans le centre-ville, mais pas seulement. Les policiers ont même intercepté récemment 5 kilos de cocaïne. Ici, à Mayotte, les consommateurs ont les moyens d'en acheter. Mayotte, c'est le seul îlot de richesse dans le canal du Mozambique. C'est le seul endroit où des gens peuvent acheter des produits stupéfiants. Alors que tout autour, les pays, Madagascar, les Comores, l'Afrique, les salaires sont misérables et les gens ne peuvent pas se permettre de mettre 100 € dans 1 gramme de cocaïne. Les délinquants que nous traquons sont en général une population clandestine, des Comoriens, principalement anjouanais. Et ces gens-là habitent dans des zones que vous pouvez voir autour de Mamoudzou ou sous le reste de Mayotte. Le GIR est sur une affaire. Ils viennent de démanteler un gros réseau. Plus d'une vingtaine de personnes ont déjà été interpellées. Vas-y, une paire de pinces. Allez. Il leur reste maintenant à faire tomber des petits dealers. Thierry et Daniel sont sur le coup. On a tapé un gazier là ce matin là. Intéressant pour nous là, pour l'affaire que tu connais là. Ouais, et ben, c'est bon. Et là on va taper Bordel. Bordel, c'est le nom de code de l'un des derniers membres de ce réseau. Et pour l'intercepter, ils ont mis au point un traquenard. Le collègue de Thierry se fait passer pour un client potentiel. En langue mahorais, ils se mettent d'accord sur le lieu du rendez-vous. Car il est difficile de se repérer, il n'y a pas de nom de rue ni de numéro d'habitation. C'est assez difficile parce qu'il n'y a pas de cadastre sur l'île. Donc il faut refaire des repérages, être sûr. Et la plupart du temps, quand on arrive à cerner les personnes, ben ouais, ça l'interpelle, ça va assez vite. En plus ici, on a souvent les mêmes identités qui reviennent. C'est vraiment une galère pour ça. Entre Ali Saïd et Saïd Ali et habitant dans un quartier tel, c'est souvent très difficile de localiser. Regardez là, il n'y a pas un numéro. Là, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. Pas de rue, hein. Là.
Regardez à gauche là, si vous tournez à gauche. Vous avez la mosquée. Donc là vous avez une mosquée, donc on peut dire voilà il habite près de cette mosquée. Et là c'est ça, c'est une adresse. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Il est là-bas. Le dealer est au rendez-vous pour la transaction. Un t-shirt bleu. Des choses sur toi? Voilà. Bien. Tout va bien? Pas de drogue sur lui, direction son domicile pour y trouver la marchandise. Iraj, on va chez lui. Donc là on arrive à Magicavo, c'est la deuxième plus grosse commune de Mayotte. Donc là vous êtes au milieu du quartier, au milieu du village. L'homme est un clandestin. Les policiers se font guider pour accéder à sa maison faite de parpaings. Si la police ne l'avait pas piégé, il aurait été impossible de le localiser. Du monde chez toi? Tu peux faire comme les autres journalistes. Tu as fait tout ou pas? Rien? Rien? T'es sûr qu'on trouve rien? Rien. Encore à l'autre côté là-bas. Tout ça, c'est moi qui habite ici. Oui. Ici et là-bas aussi? Oh, et là-bas, c'est là où il y a... Il l'emmène le chien? Oui, il arrive avec le chien. Je sais que beaucoup de gens me font comme ça, que moi, je sais pas. Ouais. Moi, je suis pas un homme d'affaires, je suis pas un trafiquant. Pourquoi je travaille? D'accord. C'est à cause de ça. Okay. Que je sais pas que je trouve dans la merde. Okay. Il a qui le téléphone? C'est à ma femme. D'accord. Okay. Dans ce sac, un sachet qui ressemble à du hashish. Mais fausse alerte, ce n'est que du savon. C'est maintenant au chien de tenter de débusquer la drogue. Il est attiré par ce tiroir. Des feuilles à rouler, quelques briquets, rien de bien croustillant. Le chien arrive bien à renifler des traces de stupéfiants, mais elles ne sont plus dans cette cache. Et pourtant, le suspect va aller en garde à vue, car il s'est fait balancer par un de ses complices. On va continuer, on va voir. Ouais. Bon, là déjà, c'est... Là, ok. Il est en garde à vue à côté de maintenant, pour trafic de stupéfiants. On vient jamais chez les gens pour rien. C'est qu'il y en a d'autres qui ont parlé avant vous et... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais justement, vous allez... Mais qu'est-ce que j'ai fait? On vous expliquera, une fois la brigade, on vous expliquera. Il fait mine de ne pas comprendre, mais ce petit calepin attire l'attention des enquêteurs. Pourquoi il y a des noms à côté des sommes? De quoi? Des noms. Tous ces calculs. Ouais. Mais c'est des gens qui ont pris des trucs chez moi. C'est-à-dire que j'ai écrit là. Voilà, ils ont pris quoi? Jusqu'à les 10 sur le 28. Et je ne comprends pas. C'est des vêtements, je donnais des gens, voilà, jusqu'à les 10, mais... Ils te payent? Ouais. D'accord. Ok. Nationalité comorienne. En situation irrégulière. Moins de 16 heures. Donc on part sur une garde à vue de 96 heures. Hein. D'accord, 4 jours. Mais pourquoi on part sur une garde à vue de 4 jours. Pourquoi vous me faites ça? Vous avez le droit à un avocat au bout de la 73e heure. Là déjà, ce qui risque, c'est d'être envoyé déjà par un arrêté de reconduite à la frontière. Bon, maintenant, si ça s'avère que c'est vrai pour le trafic, il risque la prison. Là, il n'a aucune chance de revenir chez lui. De revenir ici? Ouais. Ah non. Là, il est parti soit pour la prison, soit pour la case retour aux Comores. Soit pour la prison, soit case retour aux Comores, tout à fait. Il n'y a pas d'autre solution. Et s'il a une famille, s'il a des enfants ou pas? Il a une femme, des enfants, on va lui demander. Ouais. On va lui demander après ce qu'il veut faire de sa femme et de ses enfants, à savoir si la situation de sa femme aussi sur l'île, si la situation est régulière ou pas. Si c'est le cas, c'est tout le monde. On vient chercher tout le monde et tout le monde est expulsé. Peu d'alternatives pour ce suspect. Il ne risque pas de rentrer chez lui avant longtemps. Retour dans le plus grand bidonville de France, à Kaweni, à la périphérie de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. C'est ici qu'une partie de la communauté des clandestins se retrouve sous l'arbre à palabres, un manguier géant. À la recherche d'un avenir meilleur, ils sont piégés dans ce bout de France d'outre-mer. Pour moi, la seule solution, ce serait que toutes les îles des Comores redeviennent françaises. Parce qu'évidemment, s'il n'y en a qu'une seule qui est française, tous ceux qui sont restés dans la pauvreté viendront ici.
pour que les gens puissent vivre décemment partout et qu'ils ne soient pas obligés de venir ici pour s'en sortir. L'histoire ne s'est pas écrite comme l'aurait souhaité cet homme. Nous retrouvons Omar dans sa case à flanc de colline avec ses enfants. Malnutrition, insalubrité, difficulté d'accès aux soins, une situation de détresse pour ses enfants, la plupart nés sur le territoire français. Ma fille s'appelle Faïka, mon fils Abdil, et le dernier c'est Fazdi. Le plus jeune d'entre eux est victime d'une maladie de peau, car accéder à l'hôpital pour un clandestin et sa famille, c'est quasiment mission impossible. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas manger tout ce qu'ils devraient manger à leur âge. Par exemple, le lait, des fruits, des pommes. On ne peut pas lui donner régulièrement ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui sont dans ce genre de situation. On essaie de les emmener à l'hôpital, sinon il n'y a rien. Nous, les clandestins sans papier, sans travail, on est obligés d'endurer ce genre de choses. Si moi je suis pris demain, je peux juste laisser les enfants. C'est les voisins qui s'en occuperont. Il y en a déjà beaucoup dans ce cas-là. Une situation potentiellement explosive, car de nombreux jeunes démunis sont livrés à eux-mêmes, un phénomène propice au développement d'une délinquance dure. La criminalité a augmenté de 400% ces 10 dernières années à Mayotte. Aujourd'hui, Omar a sorti ses vêtements les plus chics. Il a décidé de tenter d'atteindre le bureau de l'assistance à l'enfance pour obtenir de l'aide. Mais pour cela, il faut qu'il sorte du bidonville. Il devra éviter de se faire prendre par la police sur le chemin. Cas de force majeure, son enfant est malade, il est prêt à prendre tous les risques. Ce soir, il ne reverra peut-être plus sa famille. Je n'ai pas de la monnaie pour aller en ville. Je dois aller en pied. Et si je dois aller en pied, je perds la police et la gendarmerie et la PAF. Et je dois se cacher dans les coins pour aller en ville. Même si je sais aller à l'hôpital, je dois se cacher tous les coins pour rechercher de petits chemins. À partir de maintenant, à tout moment, il risque de se faire expulser. Il n'y a plus la forêt pour aller se cacher. Nous l'avons suivi discrètement dans le centre-ville. Omar essaye à tout prix de se fondre dans la masse. Après 30 minutes de marche, Omar arrive enfin au bureau de l'aide sociale à l'enfance. Mais ses tracasseries ne sont pas finies. Ici, vous n'êtes pas au bon endroit pour votre enfant. Il faut vous rendre au service de santé, c'est dans le quartier de Jacaranda. Si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone, il faut prendre rendez-vous. Omar doit aussi se retrouver dans le dédale de l'administration pour tenter de faire soigner son fils. Il est sur le point de renoncer, mais il finira tout de même par avoir un rendez-vous avec un médecin. Les rapports entre la population et l'administration sont complexes. Une organisation spécialisée dans la défense des immigrés est présente à Mayotte, la CIMAD. Elle aide les migrants dans leurs démarches. Ici, Catherine doit faire face à des cas surprenants. C'est tout ce dossier-là. Alors, qui c'était la dame? Comme cette jeune femme qui détient une carte d'identité française, mais à qui on refuse de renouveler ses papiers. On lui demande un certificat de nationalité française, une pièce que ses parents auraient dû faire à sa naissance. Mademoiselle a une carte d'identité française, elle a même une carte d'électeur. D'ailleurs, elle a voté plusieurs fois. Mais on ne veut pas lui redonner une nouvelle carte d'identité parce qu'elle expire donc en août 2009, c'est-à-dire bientôt. Parce que justement, rien, soi-disant, prouve qu'elle est française. Alors c'est quand même extraordinaire que quelqu'un ait été français pendant plus de 10 ans, et puis soudain ne soit plus français, et qu'il continue d'ailleurs de voter sans problème. Voilà. Enfin, faut mesurer l'absurdité dans laquelle les gens se retrouvent. D'être français, de devoir demander un titre de séjour pour être à l'abri des expulsions. Et en plus, je veux perdre tout. Tout ce que j'ai fait, je veux perdre. Mais non. Ce qui est fait n'est jamais perdu. Née d'un père français et d'une mère étrangère, elle risque tout de même à tout moment de se faire expulser. Notre enquête se termine lors d'un jour important pour les Mahorais. Cette année, ils ont dû choisir leur destin, en allant voter pour savoir si leur île allait passer du statut de territoire d'outre-mer à celui de département, pour obtenir les mêmes avantages que les Antilles, la Guadeloupe ou la Martinique, car jusqu'ici, les habitants n'ont jamais eu les mêmes droits que les Français. Nous, on est Français depuis
1841, on ne le dira jamais assez, bien avant Nice et la Savoie. Et aujourd'hui, personne ne pense à demander aux Niçois et aux Savoyards s'ils sont français. Et nous, on est encore au point de se poser la question de savoir si on est encore français, ce qui est inadmissible. Pour l'instant, Mayotte subsiste grâce aux subventions. 160 millions d'euros par an, et son passage au statut de département donnera le droit aux habitants d'accéder aux aides sociales, aux revenus d'insertion, d'être à égalité avec les métropolitains. Ambiance à Mamoudzou, la capitale. Chants traditionnels et apparat de grand jour, c'est l'heure de se rendre au bureau de vote pour Mérès, qui fait partie du clan des chatouilleuses, des femmes qui ont combattu pour le respect de leurs droits et leur attachement à la France. C'est l'un des jours les plus importants de sa vie. Je sais laquelle que je vais mettre dans l'enveloppe. Elle vote pour le 101e département. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Un grand moment d'émotion pour Mérès et les siens, car devenir département signifie l'amélioration des conditions de vie des Mahorais et l'aboutissement de la lutte de toute une génération. Merci. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des batailles de Mayotte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Fais ton main. Mets les deux mains comme ça. Ok, moi, les deux mains comme ça? Oui. Je sais pas ce qu'il faut faire. Rabbil Alamin. Ce soir, c'est la fête. Peu de contestataires, 90% des Mahorais ont voté oui pour que Mayotte devienne le 101e département. Les notables et le préfet sont de sortie pour ce jour historique. Discours en chi-mahorais de rigueur. Mais ce serait sans compter sur la Marseillaise pour célébrer cet événement. Transformer le statut de l'île n'est pas sans conséquence. Plus de droits, mais aussi plus de charges. Il leur faudra pour la première fois payer des impôts. Leur intégration se fera-t-elle sans douleur? C'est toute la question.